Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre ces magazines Information électorale pour tous, une production de l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia, une production qui s'inscrit dans les cadres du projet Engagement civique et plaidoyer pour la République démocratique du Congo, appuyé techniquement par le Centre Carter et par la coopération britannique. Donc pour ces nouveaux numéros sur Justicia, Information électorale pour tous, nous recevons deux avocats. Maître Rigen Kikwa Kassala, il est un peu habitué de cette chaîne. Il est avocat au barreau du Kwilu. Maître Kikwa, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur Diego. L'autre invité, le second invité, c'est Maître Philippe Ngoy. Il est avocat également au barreau du Kwilu. Maître, c'est la première fois que nous vous recevons sur ces plateaux de Justicia. Bonjour, bonsoir, maître. Bonjour, bonjour. Et surtout, soyez le bienvenu sur ces plateaux de Justicia pour parler des questions électorales. Les questions électorales, parlons-en, elles sont importantes dans la vie démocratique d'un pays, mais l'impression que ça donne, c'est comme si, lorsqu'on parle d'élection, cela n'intéresse qu'une certaine catégorie, principalement ceux qui vont à la conquête du pouvoir, alors qu'avant d'y accéder, il y a tout un parcours. Maître Rigen, qu'est-ce qui justifie ces déficits de communication et d'information? Parce que je vous dis en passant que Justicia a promené son micro dans la rue pour demander à la population si elle était intéressée par les questions électorales. La plupart vous disent, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est une affaire des hommes politiques. Ces hommes politiques, quand ils viennent solliciter nos voix, ils sont élus et après ils nous oublient, alors cette affaire ne nous intéresse pas. Maître Rigen, votre réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les constats relevés par le journaliste de Justicia TV est exact. On sait que aujourd'hui l'humanité entière acquise une certaine paresse sur certaines questions qui sont liées à l'existence, étant politique vitale, et notamment le problème ou l'intérêt que l'on doit en principe réserver à certaines questions d'ordre civique ou politique. Et là, comme nous sommes en train de dire aujourd'hui, et pour ce qui concerne les questions électorales, par exemple l'information, s'y intéresser, et aller par exemple chercher une loi, la lire et prendre connaissance des dispositions constitutionnelles qui organisent les élections et voir comment se déroule un scrutin, autant de questions qui n'intéressent pas le peuple congolais malheureusement. Et encore que, il faut aussi souligner que notre population est presque peu lettrée, oui, la quasi-totalité. Et elle renferme une frange d'analphabètes et qui doivent en principe recevoir l'information crue venant des journalistes expérimentés comme vous ou les autres, qui doivent en principe se donner le devoir d'aller vers ce genre-là, leur expliquer dans leur niveau de compréhension, se réduire un peu, leur parler soit dans une des langues nationales ou en dialecte, parce qu'il y a d'autres, vous savez, dans notre pays qui n'écoutent même pas l'une des langues nationales. Alors, avec des gens comme ça, les efforts sont ardus. Les efforts sont ardus. Donc, c'est normal qu'un tel peuple dise que ma élection est taliban. Parce que nous ne maîtrisons rien. Et taliban. Oui, oui. Et talingate et talibango. Ouais. Ah, et talibango, les autres. Quoi. Parce que nous ne maîtrisons rien. Voilà. Alors que il y a un auteur, Lipset, qui a dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique, elle s'intéresse de vous. Parce qu'à travers le scrutin, à travers les décisions, le vote, vous n'y êtes pas parti ou soit vous n'y avez pas participé, vous n'avez pas voté. Mais quand on proclame aujourd'hui un président de la République, il l'est pour tout le monde. Alors, il y a la destinée du pays qui entre en jeu. Et notamment votre destinée aussi. Il faut dire également le social, dont vous êtes impliqués automatiquement par tout ce qui se passe.
Alors, à travers tous ces mouvements, le peuple doit en principe aujourd'hui s'éveiller. Parce que nous avons vu la question, la donne électorale aujourd'hui a éveillé plusieurs inquiétudes dans notre pays, en République démocratique du Congo. Et le peuple ne peut plus se dire exclu ou s'auto-exclure, dire non, c'est l'affaire de uns et non de tous. Nous devons tous, peuple congolais aujourd'hui, faire preuve d'un niveau civique élevé, c'est-à-dire s'imprégner de tout ce qui concerne le processus électoral, parce que je souligne également que c'est un droit, à la lumière de l'article 24 de notre Constitution, l'information est un droit. Et aujourd'hui, le téléspectateur de Justicia qui me suivent, ils doivent retenir qu'il y a un budget de l'État congolais qui est affecté pour diffuser, sensibiliser le peuple sur tout ce qui concerne le processus électoral. Et comme c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable congolais, quoi de plus normal que de s'intéresser? Voilà. Ok, merci beaucoup Maître Rigen Kikwa. Maître Philippe Ngoï, comment vous expliquez ce désintéressement de la population à ces questions, parce qu'elles sont élitistes, elles sont aussi compliquées que ce ne serait pas nécessaire de s'y intéresser? Bon, merci beaucoup pour la question. De mon point de vue, je pense que cette question, elle est transversale. Elle aborde beaucoup de choses à la fois. C'est une question qui doit être répondue sur le plan politique. Donc je peux dire qu'il y a des facteurs purement politiques. Il y a des facteurs sociaux qui interviennent. Donc, bref, je peux dire qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes. La question de la participation de populations au processus électoral à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand combat qui se mène au niveau du taux de la participation à une élection. Voilà. C'est toujours un problème, le taux de participation au scrutin. Les taux de participation posent problème au point que même certains politologues, même des juristes, commencent à se poser des questions fondamentales sur la légitimité des dirigeants qui ont été élus par une petite minorité qui a été intéressée par des questions électorales. Venons-en même à la question de la faible participation aux élections. Je peux dire qu'en République démocratique du Congo, le taux de participation aux élections n'a pas du tout été aussi faible qu'on le présente. Moi, j'ai toujours estimé que la population en République démocratique du Congo, même si nous n'avons pas encore atteint les niveaux qu'il faut, c'est une population qui est intéressée, qui est vraiment intéressée à des questions politiques, à des questions électorales, mais qui, en revanche aussi, par manque d'information, une certaine couche, n'y participe pas. N'y participe pas, pourquoi? Parce que, découragés par un certain nombre de choses, certains, d'ailleurs vous l'avez évoqué dans votre introduction, il y en a qui estiment qu'après avoir donné leur voix aux politiciens, députés ou maires de la ville, je ne sais pas moi, président de la République, qu'en revanche, leurs attentes, les contrats sociaux, est une fois élu rompu. Il est rompu par les dirigeants parce que, par exemple, pour ceux qui sont en province, votre député que vous avez élu, qui était à votre trousse chaque jour, qui cherchait à vous séduire avec des cadeaux, avec des discours, une fois qu'il est élu, il siège déjà dans des bureaux climatisés au niveau du Palais du Peuple, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus, et que par moments même dans leurs interventions au niveau du Parlement, ils vous laissent l'impression comme si ils ne parlent que politique et très peu du social de la population. Et là, les populations ont le droit et se posent des questions fondamentales sur le pourquoi ils avaient voté.
La question de la redevabilité, en fait. La question exacte, la question de la redevabilité n'a pas encore hanté suffisamment la mentalité de l'homme politique congolais. Ça, c'est le premier facteur. En fait, c'est un facteur qui est universel. C'est-à-dire que les électeurs ou les populations ont comme impression qu'à chaque fois qu'il y a une élection, à chaque fois qu'ils vont dans un processus électoral, ils sont dupés. Et qu'ils sont là à donner du travail à un certain nombre de personnes qui, elles, vont se taper le luxe, ils vont avoir du travail, alors que elle, l'électrice, qui est le détenteur direct du pouvoir, le souverain primaire, il continue à croupir dans sa misère sans aucune autre forme de procès. Je crois que c'est le premier facteur qui décourage, notamment les populations, pour participer activement au processus électoral. Deuxièmement, il y a aussi des questions de la sensibilisation. De quelle manière fait-on la sensibilisation pour préparer et stimuler les différentes couches de la population à participer activement à toutes les étapes du processus électoral? Parce qu'un processus électoral, ce n'est pas seulement le jour où on va voter. Non, non. Un processus électoral, c'est plusieurs phases à la fois. Ouais. C'est plusieurs choses à la fois. Plusieurs opérations. Voilà. Il y a la phase préélectorale, la phase électorale et post-électorale. Et donc, la sensibilisation de population devrait intervenir à toutes ces étapes-là. phases-là. Mais malheureusement, je ne peux parler que peut-être pour la République démocratique du Congo, le pays où je suis quand même plus ou moins actif en matière électorale. Vous verrez que, par exemple, quand vous prenez la feuille de route de la CENI, avec tout ce qu'il y a comme immensité du territoire de la République démocratique du Congo, la CENI elle-même prévoit de commencer la sensibilisation qu'au mois de juin 2023. Alors, si toute la logistique ne suit pas, pour qu'on atteigne... Parce que la population congolaise, elle est en majorité rurale. On peut trouver qu'à un certain niveau, il y aura quand même des sensibilisations dans des grandes agglomérations, dans des grandes villes. Mais ces populations rurales, qui sont très loin, n'entendront peut-être parler que les élections s'approchent qu'au moment où le député viendra pour les séduire. Et donc, vous voyez que dans 6 mois, si la CENI elle-même doit faire la sensibilisation, je ne pense pas qu'elle le fera au maximum. Et donc, il y a aussi là un problème de déficit de l'information. L'information doit être relayée durant tout le processus électoral. Ce n'est pas parce qu'on a fait un communiqué de presse, on a communiqué avec des intellectuels, que les mamans qui sont chez moi que à tout s'arrête là-bas à Katakukombe, et que tout le monde est informé. Non, tout le monde n'est pas informé. Justement, Maître Rigen, cette question des déficits d'information, ces problèmes de sensibilisation, d'éducation civique, d'éducation électorale revient, incombe à toutes les parties prenantes au processus électoral. Je parle ici du gouvernement, je parle de la société civile, je parle de la CENI qui organise les élections, je parle des partis politiques, du Parlement, hein, des cours et tribunaux. Mais est-ce que toutes ces parties prenantes jouent bien leur partition? Par exemple, les partis politiques ont aussi un rôle de formation de leurs militants. Mais on a comme l'impression ici que cette tâche est seulement réservée aux médias et à la CENI, alors que toutes les parties prenantes devraient se mettre au travail. L'article 24 de la Constitution dispose que le droit à l'information est garanti. Et toutes les parties prenantes que vous avez évoquées, comment peuvent-elles d'abord, à la limite, fournir l'information à une population rurale comme la mienne à Breton-de-Coy, où il n'y a pas d'électricité, où vous n'avez que peut-être 2 radios et qu'on allume pour des informations très ponctuelles, parfois les foot. À des heures précises. À des heures précises. Kinshasa, vous savez d'ailleurs aujourd'hui, vous avez entendu la semaine passée, la nouvelle triste. Le câble cède et autant de choses qui font que même si on pouvait au mois de juillet lancer la vulgarisation, elle ne sera pas concluante.
Donc, mais elle ne passe pas seulement par les médias. non, elle ne passe pas par On les peut médias. utiliser d'autres stratégies de porte-à-porte. Oui, à Kinshasa, nous avons des Android aujourd'hui. Nous avons l'Internet qui nous aide à recevoir les informations. Mais nous sommes en train de parler de la grande majorité de la population. Parce que celle lettrée peut d'elle-même déjà aller vers l'information. Il a fallu juste à Maître Philippe un petit geste pour savoir que la CENI a publié une feuille de route. C'est un exercice facile pour un intellectuel. Mais ici, nous sommes en train de parler de tous ceux qui votent et surtout ceux qui se trouvent au village. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Ces failles-là ont été relevées lors des élections de 2006, de 2011 et de 2018. Lesquelles failles sont déjà prévisibles, même en 2023. Parce que, avec le temps qui court, je ne vois pas qu'on peut facilement vulgariser ou ratisser presque l'étendue du territoire national. Or, c'est un droit. Je parle bien certains droits. Et on doit l'estimer comme tel. C'est-à-dire le respecter. Alors, ceux qui sont appelés, par exemple, la CENI, qui est appelée à lancer deux activités. Mais moi, je me dis, pourquoi on doit attendre même juin? Juin, c'est à 4 mois des élections. Est-ce que d'abord, la formation du personnel qualifié, les hommes de médias qui doivent interpréter ou soit faire l'effort de pénétrer telle autre province afin de faire passer l'information avec beaucoup de facilité, est-ce qu'on a déjà formé un tel personnel? En ce que je sache, jusque-là, on est en train de réfléchir et on fait toujours de promesses que nous devons réaliser, nous devons faire ceci, cela. Donc, nous sommes devant une situation telle que... Et le rôle des partis politiques? La violation de l'article 24 de la Constitution est évidente. Et les partis politiques ont la mission de former aussi. Bien entendu, les partis politiques, mais aussi ces partis politiques, en principe, doivent recevoir aussi de l'État quelque chose pour participer au processus électoral. De même, ces partis politiques font quelques efforts, mais il faut se dire aussi avec quelle intention. Les partis sont là, dans l'opposition, et ne voient pas la donne civique, qui est pourtant primordiale, non seulement pour l'instruction électorale du peuple, mais plutôt pour les rendre plus vigilants face à tout ce qu'il attend, face à la grande responsabilité qu'il doit assumer pour donner aux élections toute sa valeur. Parce que, toute leur valeur plutôt. Donc, parce que vous parlez des élections présidentielles, par exemple. Vous devez vous exprimer pour que par la voie des urnes, telles prennent les commandes du pays. C'est une responsabilité immense. Et elle doit être cernée par tout chacun. Mais, lorsque vous allez chez moi, je vous informe que les gens ne sont même pas informés qu'il y a une feuille de route. Qui a été publiée. Oui. Ouais. Ils ne sont même pas encore informés. Et jusque-là, il y a d'autres d'ailleurs qui seront surpris d'apprendre qu'il y a un président de la République qui est réélu ou un autre. Ils apprendront ça. C'est comme on apprend le jour de la finale d'un match de foot. Non, ils ont un match à Sénégal ou bien à Boubaïti pour gagner. Le tableau est tellement sombre que le parti prenante doit d'abord retenir qu'il s'agit d'un droit. Et en tant que tel, il faut donner au peuple ce qu'il mérite. Le pays a plusieurs problèmes dont il souffre et qui appellent des solutions. Mais aujourd'hui, sur le plan des médias, sur le plan des ressources humaines, le pays n'acquise pas de problème en ce sens. Pour envoyer les gens au village, informer les autres, relayer, dire que voilà, il y aura élection par exemple en 2000, c'est l'une des tâches aisées.
Donc, tout est question de volonté. Des volontés politiques, ça fait partie des contraintes. Voilà. Maître Philippe Ngoï, les parties prenantes ont une grande responsabilité dans la formation, dans justement l'éducation et l'information électorale apportée au niveau de la population. Oui, de mon point de vue, je crois que la participation à un processus électoral, c'est un devoir civique. Et qu'un processus électoral, c'est une expression de la souveraineté d'un peuple. Alors, en tant que peuple, et d'ailleurs, je me réjouis, déjà, cette émission, déjà, telle que vous l'animez déjà, c'est une façon de sensibiliser déjà la population sur les élections. Dans ce chapitre-là, il y a plusieurs intervenants. Ces intervenants, il y a notamment les partis politiques. C'est le moment d'appeler les partis politiques à jouer leur partition, notamment leur devoir d'informer, sensibiliser la population sur le processus électoral. Parce que c'est l'unique moment, c'est la période la plus propice où la population a tout son pouvoir entre ses mains, où la population exerce son pouvoir en tant que souverain primaire, pour dire qui doit me représenter, qui doit me diriger et qui doit gérer la res publica. Et donc, parce que pendant les élections, c'est pendant les élections que nous décidons sur notre avenir, je crois que c'est une question qui intéresse toutes les couches de la population. Le média notamment que vous êtes, il faut déjà sensibiliser. Il faut dire aux populations que, écoutez, regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pour les élections. C'est parce que nous avions mal voté. Il faut aller voter utile pour que demain nous puissions avoir des dirigeants qui sont un peu plus soucieux de nous que ceux que nous avons aujourd'hui. C'est un exemple que vous donnez. Les partis politiques doivent le faire. Et les OEC, les organisations de la société civile, notamment l'AICGD dont je suis membre, qui est dirigée par Maître Sylvain Loumou, l'AICGD s'emploie toujours à sensibiliser la population, et non seulement la population, même les autorités, même le parti politique. Mais à quel moment vous le faites? À quel moment nous le faisons? Pour nous, par exemple, nous le faisons. Il y a des OEC, des organisations de la société civile. Est-ce que c'est un programme permanent? Évidemment, c'est un programme permanent, mais qui a deux phases. Il y a des phases où nous sommes en train de produire des textes juridiques, des recherches en rapport avec les processus électoraux. Et il y a des périodes où nous nous donnons effectivement à dire à la population, écoutez, le processus électoral, les nouvelles lois, parce que vous savez, en République démocratique du Congo, toute la fois qu'une élection s'approche, il y a toujours des questions liées des réformes. Changement. Il y a toujours des réformes qui sont engagées. Exactement, des réformes qui sont engagées. Et donc, nous attendons ces réformes-là pour commencer à dire à la population, mais regardez, quand vous irez voter, telle chose a changé, ne soyez pas surpris quand vous verrez telle ou telle. Et donc, l'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la Gouvernance Démocratique, nous faisons ce travail-là et c'est notre spécialité. Okay. Et donc, nous le faisons en publiant des guides électoraux. Par exemple, là, nous allons encore publier l'autre guide électoral. Mais nous attendons parce que les politiciens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Vous savez, ils sont maîtres du processus électoral en ce qui concerne les aspects juridiques. Ouais. Et donc, les médias doivent faire leur partition. Tous, nous sommes concernés par cette question de la sensibilisation. Aussi longtemps que la CENI, parce que nous pouvons accuser ici la CENI de tous les maux, la CENI, oui, c'est la centrale électorale, c'est elle qui nous organise les élections, mais vous constaterez avec moi que la CENI n'a pas l'autonomie financière. Et donc, dans une certaine mesure, elle dépend du gouvernement. Et cette question de l'autonomie financière de la CENI, c'est une question cruciale. Oui. Et donc, parmi les contraintes, sans vous interrompre, justement, la CENI évoque cette question de retard dans le financement des opérations électorales. Exactement. Ça fait parmi des contraintes, des 8 contraintes relevées dans la feuille de route publiée dernièrement par la Et donc, lorsque la CENI CENI a des ressources limitées ou ne les reçoit qu'en retard, vous ne pouvez pas attendre qu'elle fasse la sensibilisation, la priorité des priorités. Elle va effectivement faire la sensibilisation, mais vous verrez que tout de suite, elle a des contraintes qui sont liées au temps aussi.
Pourquoi? Parce que la CENI ne peut faire que ce qu'elle peut faire dans les délais qui est le sien. Et donc, nous en appelons aussi vivement, en profitant de votre micro, pour sensibiliser le pouvoir public afin de doter la CENI d'une certaine autonomie financière. De telle manière que dans un pays sérieux, aussi vaste que le nôtre, le processus électoral ne doit pas être quelque chose d'improvisé. Ça doit être des programmations qui sont faites de manière apaisée dans les temps. Et le calendrier électoral ne devrait pas s'étaler sur une année ou une année et demie. Mais bien au contraire, le calendrier électoral devait commencer, le processus électoral devait commencer au moment où un processus électoral se termine et un autre devait immédiatement commencer. Et donc là, la CENI va commencer à lutter avec le temps. Et d'ailleurs, c'est entre autres l'une des raisons qui a toujours fait que les élections soient chères. Et donc, si la CENI, je pense de mon point de vue, a cette autonomie financière, elle peut avoir le temps de sensibiliser, de publier ces étapes électorales bien avant l'heure, de sensibiliser aussi au maximum les populations pour que cette dernière puisse être au peigne fin de toutes les étapes du processus électoral. Les partis politiques, bien sûr que les partis politiques en République démocratique du Congo ne sont pas financés, ce qui est d'ailleurs une violation flagrante des textes qui régissent la République démocratique du Congo. En principe, ces partis politiques devraient être financés pour qu'ils accomplissent de la plus belle manière leur mission. Malheureusement, en République démocratique du Congo, ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui ont un peu plus de moyens que ceux qui sont dans l'opposition. Mais cela ne les décharge pas de leur obligation de former, de sensibiliser les populations sur le processus électoral. Le processus électoral, comme je l'ai souligné, c'est un moment de souveraineté. C'est un moment qui intéresse toute la population et donc tout le monde, chaque intellectuel, chaque personne qui a l'information doit la porter aux uns et aux autres pour dire vous devez le faire. Les organisations de la société civile, parlons-en aussi, doivent faire leur partition. Même si par moment elles sont dépendantes de bailleurs de fonds qui eux aussi se réveillent généralement en dernière minute pour appuyer le processus électoral. Mais il y a des choses que nous pouvons faire, notamment la sensibilisation des masses, que nous pouvons faire sans attendre que le bailleur de fonds le fasse. C'est notamment quand nous publions par exemple les guides, quand nous publions une revue en matière qui est semestrielle, en matière sur des pratiques électorales qui est dirigée par Maître Sylvain Loumou. Nous les faisons de manière désintéressée, de telle sorte que toute la crème intellectuelle congolaise, même si vous vous retrouvez n'importe où, vous puissiez avoir l'information sur le processus électoral à tout moment. Notamment la revue, elle aborde toutes les questions du processus électoral à partir de l'enrôlement, calendrier électoral, jusqu'aux publications des résultats. Et donc ces questions-là sont abordées par l'AJCD de manière permanente. Ce que j'appelle à toutes les OSC qui interviennent dans le processus électoral, en matière électorale, de bien pouvoir accélérer le processus. Et de jouer leur partition. Merci. Vous avez cité parmi les parties prenantes les médias. Exact. Les médias jouent leur partition. C'est le cas des justiciens qui, justement, organisent ce genre... Et je vous en félicite d'ailleurs. Merci beaucoup, qui organisent ce genre d'émissions. Mais les médias sont butés à des problèmes aussi, certains obstacles, notamment d'accès à l'information. Il y a parfois les portes qui sont fermées aux médias lorsque ils vont à la recherche des informations auprès des sources qui ont, n'est-ce pas, les personnes ressources qui doivent donner la bonne information. Parfois, c'est des rendez-vous manqués, c'est carrément les téléphones qui ne sonnent pas, alors que c'est important. C'est important de recevoir les médias. Maître Rigen a évoqué tout à l'heure... C'est un comportement blâmable. A évoqué tout à l'heure comment on appelle, la disposition constitutionnelle. Donc, l'accès à l'information, c'est un droit constitutionnel. Mais sous les terrains, les médias sont parfois confrontés à ces problèmes des refus de certaines sources à donner l'information, d'où parfois les journalistes se disent, bon, comme on nous ferme la porte, nous on va ailleurs. Oui, donc moi je disais que
certaines personnes ne savent pas effectivement, autorité pourtant, c'est qu'elles doivent témoigner comme attitude. Il s'agit d'une disposition constitutionnelle. Vous ne pouvez pas entreprendre un comportement qui va à l'encontre. Lorsque le chevalier de la plume vous approche pour recueillir certains éléments ou informations, vous devez le faire au nom de la Constitution, parce qu'il procède de l'obligation constitutionnelle de donner l'information à la population. Et vous, lorsque vous êtes en face de gens qui ne comprennent pas, qui doivent en principe mettre les éléments à votre disposition, je pense que c'est le travail aussi de la Commission nationale des droits de l'homme, parce qu'il s'agit d'une violation de droits que ces autorités acquises, et il faut saisir, mais malheureusement parfois le lettre de mère morte et ne trouve pas de réponse face à de problèmes comme ça que nous nous posons, vous et nous. Et voilà, c'est très malheureux, mais je pense que vous qui êtes appelés à diriger parfois la CENI ou quoi, il y a certaines informations à caractère confidentiel qui ne peuvent pas être divulguées. Pour ça, oui, vous pouvez juste dire aux journalistes courtoisement que non, nous ne pouvons pas mettre ces informations à votre disposition parce que, ayant une nature discrétionnaire ou quoi. Mais pour d'autres, vous devez vous acquitter parce que la Constitution le veut. Alors, vous aussi ne baissez pas le bras s'il y a des comportements qui vont en ce sens. Je sais que je connais le courage des journalistes. Il faut toujours tweeter et mettre de telles informations pour décourager de telles personnes. Merci beaucoup, Maître Rigen Kikwa. Maître Philippe Ngoï, face à ces obstacles-là, cela ne permet pas non plus aux médias de faire correctement leur travail. Oui, je crois que c'est comme Maître Kiko venait de le souligner, c'est un comportement peu recommandable. Mais vous êtes des journalistes, vous ne pouvez pas vous fatiguer du comportement d'une personne peut-être qui vous prive l'information, qui ne sait pas que l'article 24 qui venait d'évoquer Maître Kiko donne droit à chaque personne droit à l'information. Mais vous êtes des chercheurs de l'information. Quand vous m'avez cherché, je suis là. Voilà. Et donc, quand tel ne sait pas vous donner l'information, recourez toujours à des personnes disponibles qui peuvent vous donner de vraies informations. Certainement que j'avais autre chose, comme tel que je vous avais dit, mais j'ai quand même répondu parce que j'ai trouvé que c'était une responsabilité de donner quand même de la voix pour dire à la population, et c'est des moments d'ailleurs, de dire qu'on doit s'approprier le processus électoral. Contre vents et marées, nous devons nous battre. La démocratie, ce n'est pas quelque chose inerte comme ça qu'on vient vous donner sur un plateau pour que vous puissiez les consommer. Pour décourager de tels actes, il faut toujours les dénoncer. Quand vous refusez à la masse de la population, donc vous voulez que les choses puissent dégénérer. Parce que la personne, quand on n'a pas la bonne information, l'information va tourner dans tous les sens et je crois que ce n'est pas ce à quoi nos autorités veulent amener la population. Vous, en tant que médias, vous avez notamment cette obligation de rechercher l'information. Recherchez-la. Nous autres de la société civile qui sommes impliqués nuit et jour dans le processus électoral, à la limite, nous allons vous donner l'information. Vous donnez l'information, celle que vous avez, tout en précisant par exemple que l'autorité attitrée n'a pas été disponible et qu'à tout moment, il pouvait avoir un droit de réponse. Mais pourvu que vous ne puissiez pas priver de la masse de ces auditeurs qui sont fidèles à votre chaîne l'information. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne notre directeur exécutif et moi-même, Maître Sylvain Loumou, nous serons toujours disponibles pour donner chaque information utile à la population en ce qui concerne le processus électoral parce que nous y travaillons constamment. Merci beaucoup, Maître Philippe Ngoï, pour cette disponibilité. Alors, parlons des réformes électorales. On en a évoqué en passant tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, à chaque cycle électoral, des réformes électorales, à tout prix? Réforme pour quelle fin, d'abord? Parce que, oui, M. De Gaulle, la vie est liée par une loi naturelle, c'est la loi du mouvement. Tout doit évoluer. La stagnation n'est pas voulue. Il faut que les choses évoluent. S'il y a des amendements qui doivent intervenir, des réformes, oui. Mais
utilement, bien entendu. Le problème, c'est qu'on entame des réformes, mais les résultats sont macabres et la situation demeure intacte. La réforme électorale, ou soit les réformes électorales, doivent avoir pour but d'améliorer les élections, les rendre plus crédibles, plus transparentes et faire en sorte que les élections répondent aux attentes de la population. Mais ici, nous sommes en face juste de textes qui évoluent et lequel texte ne trouve pas d'enracinement dans ce que le peuple est en train de vivre comme situation. Parce que moi, ensemble avec l'auteur d'un grand ouvrage qui m'est trop cher, Madame Thérèse Lumba, dans une de ses écritures, cette dame parle de la donne de la réforme électorale, qui doit en principe commencer au niveau de notre constitution. Parce que nous devons retenir que le cycle électoral, il faut dire les élections en République démocratique du Congo sont très budgétivores. Et le fonds qu'on fait ou qu'on met pour organiser les élections peut même servir à organiser ou soit mettre en place toutes les infrastructures de base. 400 millions de dollars, 500 millions de dollars à peu près. Voilà, milliards ou de millions. De millions. Ouais. Vous imaginez, nous sommes dans une ville où le câble, le poteau de la SNEL tombe. Où il y a des trous un peu plus partout. Où il y a des trous sur presque toutes les routes. Même, on est en train de prioriser les élections pour but d'avoir des dirigeants. Et lesquels dirigeants doivent en principe décider à bon escient pour permettre au pays de décoller. Mais arriver sur terrain, c'est la désolation. Le problème est épineux, mais solide. Pour ce qui concerne les raisons, moi je pense que nous devons en principe avoir le temps d'élargir cette question. Voilà. Parce qu'elle est éminemment importante. Il faut en principe voir les réformes dans le sens d'améliorer la situation du peuple. Les réformes aujourd'hui sûrement, je suis en train d'entrevoir, elles vont porter sur certaines dispositions, par exemple du suffrage et tel ou tel autre. Mais qu'est-ce qu'on réserve au peuple à travers tout cela? Voilà. Merci beaucoup, Maître Kikwa Rigen. Maître Philippe Ngoï, des réformes, il en faut bien, c'est ça. À chaque scrutin, à chaque cycle électoral. Oui, merci pour cette question qui est aussi une question transversale, qui aborde beaucoup de questions à la fois, sans avoir la volonté de prêter des propos à Maître Kikwa qui semble vouloir maintenant qu'on laisse la voie de la démocratie vers la monarchie, parce qu'il dit que les élections sont budgétivores. Comme on venait de les soulever tout à l'heure, opportunément. Oui, comme on venait de le souligner tout à l'heure, par moment les élections sont budgétivores parce qu'elles sont faites à la hâte. Il y a des problèmes de délai. Et donc, logistiquement parlant, si quelque chose que vous devriez faire pendant une année, petit à petit, et qu'on vous oblige, que dis-je, une question que vous devriez planifier pendant 5 ans, et qu'on vous oblige de les faire dans une année et demie, vous voyez la contrainte logistique et humaine qui est la vôtre. C'est comme cela que là où, pour la CENI, là où devaient travailler par exemple 3 personnes, ça sera fait par 9. Ok. Parce que ce travail-là devrait être étalé pendant 5 ans et fait par 3 personnes pour réduire les coûts. Et donc, les questions des coûts électoraux peuvent être résolues si le gouvernement prenait un certain nombre de mesures pour que les élections ne soient pas coûteuses. Elles le sont, c'est parce que
nos autorités font toujours mal les choses et ce n'est pas la faute de la CENI. Vous savez, moi, j'ai été pendant les élections de 2018, j'étais dans le Maïndomba alors qu'on faisait les dépouillements. J'ai entendu les CEP qui communiquaient avec des gens qui étaient dans les fonds du pays. Les CEP, c'est quoi pour c'est le secrétaire exécutif au niveau provincial. Ok, de la CENI. Oui, de la CENI. Qu'il y avait des gens qui devaient amener les colis, les gîtes, mais qui venaient de les mettre sur les eaux. C'est-à-dire qu'on prend 2-3 troncs d'arbres comme ça, on lie, on met dessus les kits qui vont suivre les eaux. Ouais. Jusqu'à un point bien déterminé, il y a 2 personnes qui attendent là-bas pour récupérer afin de ramener de l'autre côté, parce que la CENI n'a pas les moyens logistiques de faire tout ça. Canon rapide. Vous voyez. Et donc, toutes ces histoires-là, la logistique doit venir. Comme de logistique, en fait. Voilà. Mais venons-en aux questions électorales. Là, on n'a plus de temps, maître, parce que là, on est en train de conclure rapidement. Parce que les questions des réformes s'imposent toujours. Ouais. Parce que, comme vous le savez bien, les élections, nous sommes encore une jeune démocratie. Le pays que vous voyez aujourd'hui stable sur le plan électoral, c'est un processus. Ils ont eu aussi à réviser leurs lois, ils ont eu aussi à faire des réformes jusqu'à atteindre la maturité, c'est-à-dire la stabilité. Et donc aujourd'hui, les réformes s'imposent toujours à nous parce qu'il y a des questions électorales. Il y a notamment la question liée aux Congolais qui sont à l'étranger, la diaspora, qui voudra qu'il y ait un électorat à part entière, qui veut bien. En 2018, vous savez que cette question s'est posée, ils devaient aussi porter leur voix parce que c'est leur pays. Il y a des questions de 1 tour, 2 tours, c'est une question qui est directement liée à la légitimité des dirigeants. Quand dans un pays où vous avez autant de millions de personnes, vous vous retrouvez élu par 5-7 millions, alors que vous avez une population qui est au-delà de 100 millions, vous voyez un peu que ça soulève des questions de légitimité. Et donc, les réformes s'inscrivent toujours dans les cadres de rechercher un peu plus de légitimité aux élections. Notamment aussi, les réformes sont nécessaires pour essayer de prendre en charge un certain nombre de questions qui se sont posées, mais dont des solutions n'étaient pas possibles parce que des solutions qui pouvaient sortir en dehors du cadre légal. Et donc, il y a notamment les questions qui ont été soulevées lors de l'enrôlement. Il y a eu des personnes dont la CENI a prétendu qu'ils n'avaient pas d'empreinte digitale et qu'on ne pouvait pas les élaguer du fichier électoral. Il y en avait qui sortaient avec des empreintes mais dont le visage ne sortait pas. Et donc, lors de l'audit du fichier électoral, il y a eu beaucoup de questions. Et donc, il faut des réformes pour prendre en charge toutes ces questions-là. Il y a évidemment aussi les questions liées même à la vérité des urnes. Comment ressortir l'expression populaire qui a été exprimée véritablement dans les urnes? Et c'est comme cela que vous voyez chaque fois l'opposition qui dit « Nous voulons une CENI qui est apolitique, dépolitisée. » Il y en a qui disent que nous devons faire en sorte que la vraie vérité des urnes, telle qu'exprimée par les souverains primaires, puisse ressortir. Et cela passe par des réformes. Et cela passe notamment par des réformes. Cela passe notamment des réformes qui sont consensuelles. C'est-à-dire que dans un processus électoral, lorsque vous avez des règles de jeu consensuelles qui nous unissent, sur lesquelles nous sommes d'accord, et donc il y va aussi même de l'apaisement post-électoral. Merci maître. Nous avons terminé cette émission. Juste une phrase, deux phrases pour conclure. Comment améliorer l'information au niveau de la population, l'information électorale? Oui, face à une question civique, je ne peux qu'appeler les uns les autres à développer un esprit civique et républicain. Nous devons tous comprendre l'importance des élections et y mettre toute notre volonté, autorité, peuple ou citoyen, lettré ou peu lettré. C'est une donne assez importante pour la bonne marche des institutions de notre pays.
Vous savez que le Parlement aujourd'hui est appelé à décider sur des questions assez importantes, les assemblées provinciales également. Alors, vous voyez par exemple le cas qui se passe avec des bourgmestres dans deux villes. Il y en a qui doivent en principe partir, mais on ne sait pas... Là, vous faites allusion aux élections locales. Voilà, tout à fait. Et autant de questions qui doivent être gérées pour que nous ayons un pays assis sur de bases solides et à même de prospérer. Merci beaucoup. Maître Riguen Kikwa. Maître Philippe Ngoï, 2 phrases. Oui, je pense que les élections sont un moment magique. Un moment magique, pourquoi? Parce que c'est un moment où la population, le souverain primaire, récupère carrément sa souveraineté pour décider sur les dirigeants, ceux qui doivent les diriger. Et donc, nous tous tels que nous sommes là, nous sommes la couche de cette population-là. Et donc, nous devons jouer chacun sa partition. Les organisations de la société civile doivent s'y mettre pour sensibiliser, et je sais qu'ils le font déjà suffisamment. Et puis, j'ai vraiment supplie à ce qu'ils puissent amplifier la sensibilisation. Le parti politique doit jouer leur rôle. Il ne faut pas seulement que le parti politique soit ces agglomérations où on doit s'insulter, mais que ce soit aussi des havres, ces milliers où on éduque les masses. Parce que quand on éduque les masses, elle va aussi répercuter l'information. Le média que vous êtes, félicitations parce que vous en faites déjà, c'est le moment qu'il faut le faire déjà. C'est le moment qu'il faut déjà le faire. Et à chaque fois, à chaque étape du processus électoral, il y a toujours des thématiques liées à cette étape-là. Comme par exemple aujourd'hui, je crois, et avec une émission beaucoup plus élaborée, on parlerait par exemple pour vulgariser la feuille de route, qui est différente du calendrier électoral. Et donc, que tout le monde joue sa partition, médias, société civile, que la CENI veille aussi à travailler étroitement avec les autres partenaires intervenant dans les processus électoraux pour que l'information puisse être portée à tous et donc que la sensibilisation soit effective sur le terrain. Merci beaucoup, Maître Philippe Ngoï, pour votre participation à cette émission. Merci à vous aussi, Maître Riguen Kikwa, pour cette participation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Information électorale pour tous. Bonne suite des programmes sur Justicia. Au revoir.